Aujourd'hui, tout le monde connaît Guillermo del Toro, le spécialiste du cinéma mexicain, mais plus globalement, rénovateur du cinéma d'horreur et fantastique. En effet, il maîtrise les effets sanguinaires à la perfection, il a un style très graphique, et on le connaît notamment pour Le Labyrinthe de Pan, qui a fait un énorme bruit, notamment pour son analyse politique et très fantastique de l'univers espagnol pendant le franquisme. Mais si je vous disais que ce qu'il maîtrise le mieux, c'est pas tant l'horreur et le fantastique, mais c'est bien le langage. Les non-dits, les silences, voire le mutisme de ces personnages. C'est dans un langage, en fait, qui leur est propre, que les monstres, bien loin d'un manichéisme traditionnel où il y a le bien et le mal, non, c'est dans ce langage que les monstres se comprennent et se ressemblent. C'est même dès leurs premiers mots qu'ils se reconnaissent, comme un nourrisson qui prononcerait maman ou papa pour montrer en fait qu'il appartient à cette famille. Là, les monstres, dès leurs premiers mots, en fait, ils se ressemblent. Ils comprennent qu'en face d'eux, il y a un miroir qui leur renvoie une image à laquelle ils appartiennent. Et c'est cette chose totalement conceptuelle, immatérielle, qui est le langage, qui fait l'art de Guillermo del Toro. Malgré son immatérialité, le langage prend forme, ça permet de donner un corps au monstre. Il se retrouve dans le monstre grâce aux mots. C'est d'ailleurs dans l'un des films les plus primés de Guillermo del Toro, La forme de l'eau, The Shape of Water, qu'il exploite le plus cette notion du langage. Dès le départ, on se retrouve avec un personnage qui est complètement muet. Cette femme muette, eh bien, c'est le langage poussé à son paroxysme. Elle est obligée de communiquer d'une autre manière, et cette manière, c'est le langage des signes. Il a trouvé un langage autre que la parole pour mettre son personnage face au monstre. On comprend tout de suite qu'un langage est possible sans parole. On peut imaginer la danse des abeilles ou bien le vent dans les feuilles des arbres. Ici, c'est le langage des signes. Alors oui, en dehors du monstre que je vais aborder juste après, ses amis aussi la comprennent. Ses amis ne parlent pas forcément la langue des signes, mais ils la comprennent, elle fait des signes et eux traduisent en retour. Comme son colocataire, il y a une scène où il va traduire mot à mot ce qu'elle fait en signant. Et d'ailleurs, il y a aussi sa collègue. Sa collègue de travail, elle comprend la langue des signes, comme si le langage montrait une appartenance sociale. Mais il n'y a pas qu'Elisa, notre personnage principal, qui a un langage qui lui est propre. Il y a aussi son colocataire, Gilles. Lui, son langage, c'est les couleurs. C'est voir dans les couleurs une retranscription du monde, une retranscription des émotions. Chaque couleur est associée à quelque chose qu'il ressent, que ce soit du bonheur, de la honte, de la tristesse ou bien du dégoût. Lui, Gilles, il peint en rouge. Mais quand il peint en rouge, on lui dit que c'est quelque chose de démodé, que ce qui est synonyme du bonheur, à la mode, c'est le vert. Mais on comprend tout de suite que ce vert, qui est associé aux tartes à citron répugnantes, eh bien rapidement ce vert il va se transformer en quelque chose d'aussi répugnant que ces tartes. En effet, les tartes vertes d'un vert fluo atroce, eh bien elles sont produites dans un bar totalement raciste et homophobe. Donc le vert, qui par la norme est associé au bonheur, rapidement va être associé au dégoût. Également, si on conserve le langage de Gilles, on voit que les tenues vestimentaires et leurs couleurs ont leur symbolique. Elisa, au début, s'habille de manière très terne, très sombre, dans un bleu qui n'a rien de transcendant. Mais progressivement, elle va commencer à mettre des habits rouges. Ce même rouge que Gilles, au départ, considérait être la couleur du bonheur. Mais vous vous doutez bien que je ne vais pas vous parler de la forme de l'eau juste pour la symbolique des couleurs. On va parler du monstre marin maintenant. Parce que c'est bien la seule personne qui comprend, sans avoir même appris le langage des signes, eh bien à signer, et ce que dit Elisa. Au début, je vous parlais des nourrissons qui prononçaient leurs premiers mots pour montrer qu'ils appartenaient à une famille, et notamment qu'ils appartenaient aux hommes. Et là, les premiers mots échangés entre Elisa et le monstre marin, ce n'est rien d'autre que le mot œuf. Loin de moi les suranalyses et les spéculations sur la symbolique de l'œuf, mais l'œuf, ce n'est pas anodin. Et s'ils se comprennent avec ce même langage et avec ce même mot,
Ça veut dire que ces deux protagonistes appartiennent à un même univers. Le mot œuf, en langue des signes, qui se fait de la sorte, en frottant les deux doigts contre les deux doigts du bas, eh bien, ce n'est pas pour rien que Guillermo del Toro a choisi le mot œuf, et notamment cet aliment qui est très nutritif, riche en protéines, et qui, dans de nombreuses sociétés, est un aliment de base. Et maintenant, on va faire un petit saut pour expliquer l'utilisation de l'œuf. On va faire un saut dans le temps. Allez, 50 ans, tout au plus. On va parler de Salvador Dali. Salvador Dali, pour lui, l'œuf, c'est la forme parfaite. L'œuf, c'est associé au sacré. C'est quelque chose de divin. C'est quelque chose, quand on le compresse à égale force sur toutes ses parois, eh bien, il ne se brise pas. C'est également un synonyme de naissance, d'éternité. Ça, c'est dans l'œuf de Dali. Et depuis Dali, eh bien, l'œuf, il est associé à ça. On a une vision très surréaliste de cet œuf. Alors, ce n'est pas pour rien que Guillermo del Toro l'utilise. En effet, grâce à ce premier mot échangé, l'œuf, on comprend que les deux protagonistes vont former un couple divin. Et les cicatrices que Elisa avait dans le cou au début du film, peut-être symbole de son mutisme, le monstre marin, à la fin, dans un ballet aquatique des plus gracieux, il va toucher ses plaies et va en faire des bronchies. Maintenant, passons à un autre film. On va parler de Crimson Peak, qui est juste derrière moi. Dans Crimson Peak, Miss Edith, qui est encore ici une femme comme personnage principal, eh bien, dès sa plus tendre enfance, elle va voir les fantômes. Les fantômes vont lui parler. Alors on n'est pas dans le fantôme avec un drap blanc qui le recouvre, mais dans des fantômes beaucoup plus horrifiques, des fantômes sombres, squelettiques et avec la peau sur les os. Ce fantôme, c'est le fantôme de sa mère. On sait bien, dans la tradition fantomatique, c'est souvent un traumatisme qui provoque l'apparition du fantôme, et dans ce cas-là, le décès de la mère d'Edith. Sa mère va lui apparaître lors d'une nuit pour la prévenir de faire attention au Crimson Peak. Qui ne serait pas effrayé par un tel fantôme? Alors, elle va essayer de les fuir. Mais les fantômes lui parlent. Donc si les fantômes lui parlent, ça veut dire qu'ils se reconnaissent en elle. Ça veut dire qu'ils sont là pour l'aider à accomplir quelque chose. Ces fantômes ne semblent pas être ici pour la hanter, sinon ils reviendraient chaque jour, chaque nuit. Là, on a des apparitions qui sont soudaines et pour la mettre en garde. Alors Miss Edith, tout le long de sa vie, elle va écrire un roman. Elle va écrire un roman parlant de choses horrifiques et fantastiques. Comme si elle voulait donner vie à ces fantômes au monde entier. Elle veut faire voir qu'elle voit les fantômes. Mais cette communication unilatérale, car Miss Edith ne leur répond jamais, en tout cas presque jamais, lorsqu'elle arrive à la destination fatidique, de plus en plus les fantômes vont lui apparaître. Ces apparitions de fantômes, ils sont toujours là pour la mettre en garde. Ce sont des moyens de prévention, comme un effet du subconscient qui nous dirait « Attention, ta vie est en jeu ». Mais passons à un autre exemple. Un exemple que tout le monde connaît, qui a fait une grande renommée à Guillermo del Toro, c'est bien le labyrinthe de Pan. Dans le labyrinthe de Pan, cette petite fille, au début du film, elle ne parle pas. Elle est peut-être triste, son père est mort il y a peu, sa mère s'est remariée et va avoir un enfant avec un subordonné du régime dictatorial. Et en plus de ça, on l'isole dans une forêt qui n'apparaît pas très amicale. Alors, elle ne prononce rien. Les premiers mots qu'elle va dire, tout comme dans la forme de l'eau, eh bien, ça va être « j'ai vu une fée ». En effet, après être descendue de la voiture alors que sa mère avait des contractions, elle rencontre une espèce de menthe religieuse, un insecte volant qui la guide jusqu'à une étrange pierre. En voyant cet insecte, elle lui sourit, comme si l'insecte l'avait compris, comme si elle aussi avait compris la volonté de l'insecte. Elle lui rend un sourire et dit « j'ai vu une fée ». Pour elle, cet insecte est une fée. On rentre déjà dans un monde fantastique avec ces premiers mots. On voit bien que mettre un mot sur les êtres vivants, c'est les définir. Pour elle, cet insecte est une fée. Alors pourquoi ne le serait-il pas? Pourquoi est-ce que cet insecte serait simplement un insecte et pas une fée? Car on voit petit à petit que l'insecte se change sous la volonté de la petite fille en ce qu'elle considère être une fée. C'est très étrange. C'est comme si, sous l'effet du langage et de son imaginaire, la petite fille
modelait le monde. Ce monde qui est trop cruel, elle le fait devenir un monde fantastique, un monde de contes de fées. Mais on voit bien que les deux mondes, qu'ils soient fantastiques ou réels, ils ont tous deux leur atrocité. Que ce soit un monstre avec des yeux dans les mains qui dévore des fées et des petits-enfants, ou bien un faune très étrange qui semble vouloir duper la petite fille et se l'accaparer pour l'emmener dans son monde souterrain, ou encore les fées qui, malgré leurs petites ailes angéliques, ont des visages très effrayants. Là, je vais sortir un peu de mon contexte du langage, mais à la fin, eh bien, le père autoritaire arrive dans le labyrinthe et il ne voit pas la figure du faune, tandis que la petite fille le voit. On pourrait se dire, alors elle a tout imaginé, rien de tout cela n'est réel. Et pourtant, beaucoup de choses nous prouvent le contraire. Notamment la plante qu'elle a mise sous le lit de sa mère pour lui permettre de la soigner. Eh bien, c'est lorsqu'elle l'a brûlée, cette plante, que sa mère a tout de suite succombé. Alors les effets de son monde fantastique ont bien des effets dans le monde réel, et s'il n'a pas vu le faune en rentrant dans le labyrinthe, c'est bien parce qu'il est aveugle à ce monde. Il est aveugle à la réalité, il est aveugle au fantastique, alors ce qui est évident, il n'arrive pas à le voir. Tandis que la petite fille gît sur le sol, en train de mourir à petit feu, lui sort du labyrinthe comme si de rien n'était, avec la volonté de rester en vie et de retranscrire son patrimoine autoritaire à son fils, ce qu'il n'arrivera pas à faire car il va mourir sous les coups des résistants. La petite fille, quant à elle, après sa mort, elle rejoint le monde fantastique qu'on lui avait promis. Alors pour le moment, je vous ai parlé que des personnages féminins qui sont de prime abord fragiles, naïves, peut-être ingénues. Elles sont blanches comme la neige, elles sont muettes, ou parfois elles sont des petites filles. Et pourtant, ce sont peut-être les personnages les plus combatifs. Ce sont des personnages qui ont la volonté de changer le monde, qui ont la volonté d'aller au-devant des monstres, de faire partie des monstres si ils font partie d'un univers qu'ils comprennent. Ces femmes, ce sont donc des combattantes. Ce sont des femmes qui, avec leur langage, modifient un monde cruel. Alors à présent, nous allons voir tout le contraire. Car les personnages principaux masculins, ce sont des monstres. Ils sont même condamnés à être des monstres. On va plonger dans un monde très sombre. Dans un film qui, pour moi, n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait, dans un univers que Guillermo del Toro apprécie particulièrement, celui des foires. Ces foires, ces cirques qui se baladent de ville en ville pour proposer un spectacle des plus étranges et qui va à l'encontre de la nature humaine. C'est dans ces lieux, bien loin du regard de la ville, que se cachent les marginaux. Des nains difformes, des hommes serpents, des femmes à barbe, ou des hommes qu'on peut considérer comme des monstres, et d'autres humains que Todd Browning a fait une magnifique fresque dans son film Freak. Ça, c'est l'univers des freaks, l'univers des monstres humains. Comment se reconnaissent ces monstres humains? Via le langage, ou peut-être via des bruitages même. On pourrait même dire d'une parole qu'on a oubliée, une parole qu'on a délaissée pour de l'opium, pour de la drogue, pour tomber dans les bas-fonds de l'être humain et n'être plus qu'un monstre. Ce film, c'est Nightmare Alley, avec Bradley Cooper. Ici, Bradley Cooper incarne peut-être un de ses meilleurs rôles. Il s'appelle Stan Carlyle. Stan Carlyle, après avoir brûlé sa maison et volé une montre à ce qui était sûrement son père, il vagabonde. Et il va terminer dans cette foire itinérante sur laquelle il va tomber sur un homme très étrange dans une fosse en train de dévorer une poule. Cet homme, frappé d'une espèce de malédiction oedipienne, mais à la fois qui nourrit son sens immoral et sans cesse en recherche d'argent, il est totalement vénal, eh bien, je me risque à le dire, c'est peut-être le personnage le plus monstrueux qu'ait fait Guillermo del Toro. Revenons-en au langage. Stan Carlyle, tout comme Elisa, dans La forme de l'eau, apparaît au début comme un personnage muet. Il ne prononce pas un mot, jusqu'à son arrivée dans le cirque. Puisqu'il est muet, on se dit que c'est un personnage qui n'a aucun langage. Mais lui, ce qu'il comprend surtout, c'est le langage de l'argent. Il agit plus qu'il ne parle, et il agit lorsqu'il y a quelque chose à la clé. Et là où il va se retrouver, comme je l'ai dit juste avant, c'est face à ce monstre dans une fosse qui, en échange d'opium et de quelques pièces jetées sur sa tête, fait des choses horribles. Mais
peut-être qu'il y est contraint. Cet homme dans la fosse, ce Phrix, c'est un tableau de Chronos. Un Chronos totalement déshérité, un Chronos monstrueux rejeté dans les bas-fonds de l'humanité. D'ailleurs, Guillermo del Toro a une passion pour Goya et son Chronos. Il le voit dévorer ses enfants et se dit « Tiens, et si je le mettais dans mon film ?» Ici, ce personnage totalement répugnant, il va dévorer une poule comme si c'était son enfant. Étrangement, on voit ici un petit clin d'œil à la forme de l'eau. Au lieu de mettre en scène un œuf, symbole divin de la fertilité, il met en scène une poule qui se fait tout de suite décapiter à coups de dents. Situation horrible, l'œuf ne pourra même plus sortir de la poule. Et cet étrange dieu désabusé qui est dans la fosse, il va marquer Stan Carlyle. Pire que tout, il va voir en lui un reflet, un miroir futur. Je dis miroir futur, car les premiers mots prononcés par Bradley Cooper, vous l'aurez compris, ils sont prononcés à ce personnage monstrueux. Alors, on a déjà une vision de la fin du film. En effet, quelques minutes après, cet homme s'est échappé de sa cage où on le retenait prisonnier pour l'exploiter à faire des choses totalement horripilantes. Et en partant à sa recherche, Stan le retrouve dans un endroit très particulier. Notre héros s'engouffre petit à petit dans un cirque qui apparaît être un purgatoire. Les péchés sont sur les murs, des miroirs avec l'avarice, la luxure, la colère ou l'envie renvoient une image du protagoniste. D'ailleurs, au début du cirque, on voit quelque chose d'écrit sur un miroir « Regarde-toi, pécheur ». On essaye de nous dire que le personnage se dirige petit à petit dans les entrailles de l'enfer. Vous l'aurez compris, il est dans la bouche du diable. Et le silence progressivement se fait langage. Le langage va se reconnaître dans l'autre. Les premiers mots de Carlyle à ce monstre désabusé vont être les suivants. Dans ce monstre, il y a vu un alter ego, alors il va lui dire « Hey pal, everybody's looking for you ». Ce qu'on peut traduire par « Salut mon gars, il y a tout le monde qui est en train de te chercher ». Alors que personne ne se préoccupe de lui, tout le monde s'en moque, ce n'est que les bas-fonds de l'humanité. Il va lui dire que tout le monde le cherche, et il va l'appeler Pal, qu'on peut dire mon gars ou mon ami. Et ces paroles, elles vont être prémonitoires. On nous dit clairement qu'en lui parlant, Bradley Cooper, enfin son personnage Stan Carlyle, a scellé son destin. Après cette conversation avec son lui-même futur, Stan Carlyle ne cessera jamais de parler. Il va parler pour les autres, il va parler beaucoup trop pour lui-même, mais il va surtout parler au nom des morts. Il va faire revivre les morts pour manipuler les gens et leur soutirer de l'argent. Oui, vous l'aurez compris, son langage, c'est celui des monstres. Ce qu'il manie à la perfection, ce n'est pas la langue des signes, ce n'est pas les contes de fées, c'est la langue du monstre. En s'étant nourri dans son purgatoire, la bouche du diable véritablement de tous les péchés qui s'y affichaient, son mutisme se termine. Il en ressort avec la voix des enfers. Alors oui, à la fin de Nightmare Alley, la boucle est bouclée. Stan Carlyle devient le monstre qu'il avait vu, le monstre auquel il a parlé au début de son film. Et alors qu'il s'apprête à devenir ce monstre des bas-fonds de l'humanité, il rit à gorge déployée. Il savait que ce destin allait être celui-ci. Ce dernier rire, c'est un rire sarcastique. Il sait que ce qu'il va lui rester, ce n'est plus la parole, c'est les bruitages. C'est des grincements. C'est le fait de dévorer une poule pour faire plaisir à la foule. Ça, c'est la seule chose qu'il va lui rester en tant que monstre. Et la plupart de ces personnages masculins, comme je vous le disais plus tôt, ce sont des monstres. On retrouve Hellboy, un jeune garçon qui vient des enfers mais qui est recueilli par les hommes. Alors lui, puisqu'il vient des enfers, son langage à Hellboy, c'est la violence. Il comprend les autres monstres, il les traque, il les tue, il en fait son métier. Et comme dans un film de Tim Burton, c'est souvent ceux qui sont le plus monstrueux d'apparence qui révèlent avoir un caractère des plus humains. Hellboy, au final, ne cherche qu'un amour paternel, une relation, avoir une petite copine, vivre une vie normale, ne pas être enfermé dans un quartier sombre du FBI pour contenir toutes les atrocités infernales. Et oui, Hellboy, malgré le fait qu'il appartienne au monde infernal, les hommes, en lui parlant, en lui offrant le langage de l'humanité, ils l'ont fait devenir plus humain que ce qu'il ne devait être. Parmi ces monstres ou ces personnages qui ne sont pas humains,
Nous pourrions également parler de son adaptation de Pinocchio, un petit enfant fait de bois qui rêve d'être un humain et qui comprend rapidement que parler comme un humain ne suffit pas. Car oui, le langage de Pinocchio, c'est le mensonge. Il ne parle qu'en mensonge, qu'en bêtise. Il est peut-être ce qui se rapproche le plus d'un enfant humain. Malgré tout, on lui en veut d'être ce qu'il est. Alors en quête d'humanité, ce pauvre petit Pinocchio, pour satisfaire son père, parcourt le monde. Il veut devenir ce qu'il y a de plus humain. Et malgré tout, il s'engage, à contre-cœur sûrement, dans les jeunesses fascistes, en espérant avoir ce qu'il désire tant. On se rend compte dans son périple que les humains sont peut-être ce qu'il y a de plus monstrueux. Peut-être que ce petit homme de bois est finalement ce qui se rapproche le plus d'un enfant. On l'a bien vu, ces personnages féminins essayent de changer le monde, ces personnages masculins, ils sont contraints. Ils sont contraints de vivre dans ce monde. D'ailleurs, la prochaine sortie de Guillermo del Toro, c'est Frankenstein. Plus d'être hideux, le monstre de Frankenstein n'est pas doté de paroles, tout le monde le fuit, tout le monde veut le combattre, car il n'arrive pas à s'exprimer. Le monde ne se reconnaît pas en lui, il n'arrive pas à communiquer. Alors vous l'aurez compris, c'est quand les hommes parlent aux monstres qu'ils deviennent les monstres, qu'ils se retrouvent en eux, qu'ils font partie d'un même univers. La communication est ce qui permet de se regrouper sous une même bannière. Être un monstre, être humain, au final qu'importe. C'est donc dans ces premiers mots, dans les gestes, dans le silence, dans le mutisme, peu importe, qu'on peut se retrouver dans le monstre. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Cette analyse n'engage que moi, donc si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez très bien me le dire en commentaire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à aimer, partager et à vous abonner. Et n'oubliez pas que si les monstres peuvent nous parler et que nous pouvons leur parler en retour, c'est bien parce que quelqu'un a su les comprendre.